Bon, écoutez, bonsoir à tous et puis ravi de vous voir finalement très nombreux. Ensuite, on fera un échange avec vous et donc je vais pouvoir passer la parole au premier intervenant. Bon, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis une rassembleuse. Et je suis toute particulièrement heureuse d'être avec Michel, Alexandre. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. C'est l'émotion, Jean-Marc Gaël. Voilà. Donc, dans le contexte politique actuel, mondial, national, local, et face aux politiques d'austérité mises en place par Emmanuel Macron et son gouvernement, il n'y a qu'une solution. La résistance, la mobilisation sociale et surtout l'intervention des citoyens. En France, le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a été que domination de la finance, des restrictions et la souffrance pour beaucoup de gens. Au début de la pandémie, le quoi qu'il en coûte, vous en rappelez, de notre président n'a été qu'un leurre. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres encore plus pauvres et même encore beaucoup plus nombreux, le pouvoir d'achat en forte baisse, il ne suffit pas de traverser la rue comme quelqu'un l'a dit pour trouver du travail, les Français rejettent massivement la retraite à 65 ans, notre système de santé a été plus que malmené, le handicap oublié, l'école publique abandonnée avec la suppression de 10 000 postes, des classes surchargées, la réforme du bac contestée, le Parcoursup, une véritable catastrophe pour les étudiants. Pas de vraie politique sociale du logement, 5 années perdues pour la mise en place d'une véritable politique écologique, c'est pas toi qui me diras le contraire. Le résultat de la Convention citoyenne pour le climat plus que décevant, puisqu'on a fait semblant de consulter une certaine partie de la population qui ont fait des propositions et personne n'en a tenu compte, à part quelques-unes. Voilà, et j'en passe malheureusement. Face à ces 5 années de pouvoir personnel, de destruction d'emplois, de perte de nos industries et de régression sociale, la nouvelle Union populaire écologique et sociale et son programme partagé représentent un réel espoir pour le changement de société au service des citoyens. Nous en sommes ce soir toutes les composantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je suis très contente en tant que communiste d'en faire partie. Ainsi, la possibilité est bien réelle d'élire une majorité de députés de gauche à l'Assemblée nationale, afin d'en finir avec la politique de casse sociale et environnementale, et avancer vers une société plus juste, plus égalitaire et humaine, avec les moyens financiers à la hauteur des besoins et des enjeux de la société. Dans la 7e circonscription des Yvelines, qui est la nôtre, cela nécessite le rassemblement de toutes les forces de gauche et une grande dynamique autour de nos candidats, Michel, Christophe Houle et Alexandre Garcia, qui sont porteurs de mesures sociales et écologiques, de justice et d'égalité, afin de redonner aux citoyens de nos villes l'espoir d'une vie meilleure. C'est la raison pour laquelle les communistes de la section de Conflans, qui sont leurs partenaires, sont de leur côté, avec eux, avec toujours cette même volonté de rassemblement, afin de faire élire une députée de gauche, Michel, une députée de gauche supplémentaire et pouvoir ainsi répondre à l'urgence sociale. L'urgence sociale, avec quoi? La retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 € net, le blocage et la baisse des prix de première nécessité, l'augmentation des salaires, l'allocation d'autonomie pour les jeunes,
une réelle politique fiscale pour plus de justice sociale et immédiatement une mesure forte, le rétablissement de l'ISF. Le recrutement de 100 000 soignants, vous savez dans quel état se trouvent nos hôpitaux publics, recruter, revaloriser, former les personnels enseignants, Michel est bien placé pour le savoir, l'égalité homme-femme, auquel nous tenons particulièrement, lutter contre toute forme de discrimination, le racisme, l'antisémitisme, et lutter et mettre en une planification écologique. Ainsi, faisons barrage à la politique libérale d'Emmanuel Macron et construisons tous ensemble la nouvelle majorité de gauche qui ouvrira la voie à une vie meilleure pour la jeunesse, pour le monde du travail et pour les retraités. J'espère que j'oublie personne. Votons pour une députée de gauche sur laquelle, j'en suis certaine, les citoyens pourront compter et qui sera à l'écoute des besoins de la population. Gardons toujours à l'esprit que toutes les grandes avancées sociales et les nouveaux droits pour les Français sont nés de grands rassemblements à gauche et de l'indispensable intervention populaire par les luttes et aussi dans les urnes. J'ai bientôt fini. L'union fait la force, vous le savez bien, mais l'union c'est aussi un combat. Alors, combattons tous ensemble avec la nouvelle union populaire, écologique et sociale et ouvrons la voie aux jours heureux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une union, enfin, une union. Pas un sordide accord partisan entre appareils, non, une véritable union autour d'un programme commun, ambitieux, écologique, social, avec une véritable alternative économique. Enfin, nos leaders de la gauche ont entendu le cri de désespoir des électeurs qui nous demandaient de la responsabilité. On a réussi à le faire, ce programme commun. Et nous avons l'espoir d'une cohabitation. Alors, c'est curieux, autrefois, ce truc-là, la cohabitation ne plaisait pas aux gens. Les gens voulaient que le président ait une majorité à l'Assemblée. Et puis, fatigués de 5 ans de verticalité jupétérienne, les voilà qui commencent à s'intéresser à un régime parlementaire. Eh bien, si on gagne ces élections législatives, ce sera une occasion de tester un régime semi-parlementaire. Parce que vous le savez, quand le chef de l'État n'a pas la majorité à l'Assemblée, c'est le Premier ministre qui gouverne. Le chef de l'État, il peut signer des traités, commander des armées et proposer un référendum à la population, mais c'est tout. La réalité, la totale réalité du pouvoir se trouve à Matignon. Et pour nous, c'est un grand espoir. Rappelez-vous l'expérience Jospin, 97. S'appuyer sur une majorité plurielle, comme le fera, je l'espère, Jean-Luc Mélenchon. Et au cours de cette période, à partir de 97, le taux de chômage en France, il est passé de 13 à 8%. On a eu la couverture maladie universelle, les 35 heures, les emplois jeunes, le congé paternité, que d'avancées. Là encore, cette union, elle va simplifier aussi le choix des gens. On voit bien 2 projets de société radicalement différents qui s'opposent. Le premier est vertical, on l'a vu, avec un chef de l'État qui ne mise que sur la compétition, le chacun pour soi, au nom d'une pseudo-efficacité qui ne fait en fait plaisir qu'aux riches, et qui alimente le productivisme. Alors il a supprimé l'ISF, réduit fortement les taxes sur les impôts des capitaux, gelé les salaires, détricoter notre système de protection sociale, je ne vais pas y revenir. Nicole en a fait l'inventaire, retraite à 65 ans, on détricote le système de l'allocation chômage, notre système de santé dans un état lamentable, enfin bref. Les inégalités n'ont jamais autant augmenté, la précarité est devenue la norme. 4 gamins sur 5 aujourd'hui, lorsqu'ils trouvent un job, sont en intérim ou en CDD. Quel projet de société? C'est tout notre contrat social qui est mis en péril avec cette politique. A l'inverse, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle nous propose d'abord
une gouvernance horizontale avec la 6e République, mais pas seulement. La démocratie dans l'entreprise, ça c'est vachement important. Ça existe en Allemagne. Dans les sociétés de plus de 2000 salariés, les employés ont 50% des voix. C'est pour ça qu'en Allemagne, il n'y a pas de délocalisation. On vante le modèle allemand, etc. Mais c'est d'abord la cogestion qui protège l'appareil industriel allemand. C'est un programme qui mise non pas sur la compétition, mais la coopération, les solidarités intergénérationnelles, avec la retraite après 40 années de cotisation. Pourquoi maintenir nos seniors en activité jusqu'à 65 ans, alors que l'âge limite de l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans pour les hommes, 65 ans pour les femmes. Si on les maintient encore au boulot, il y a fort à parier que cette limite, elle va descendre, comme ça s'est produit dans certains pays de l'Est. Et puis, la moitié de nos seniors sont au chômage, alors on va pouvoir les maintenir 10 ans de plus dans la précarité, ça n'a pas de sens, alors que la moitié des jeunes sont au chômage. Que ces jeunes veulent un job, et que prolonger le départ en retraite, c'est tout simplement les priver de la perspective d'emploi. Solidarité intergénérationnelle encore, parce qu'en rétablissant l'ISF, on va pouvoir financer l'allocation de l'autonomie pour les jeunes. C'est donc un autre modèle de société qui nous est présenté, en commençant par la régulation de la finance. Ça aussi, c'est super important, la régulation de la finance. Dans les années 80, on a autorisé les banques à spéculer à crédit et à offrir des crédits à leurs clients pour qu'ils spéculent. Donc, tout le monde s'est mis à boursicoter, le prix des actions s'est mis à monter, on vit bulle spéculative sur bulle spéculative. Les banques ne veulent plus faire de crédit aux entreprises parce qu'elles peuvent faire des plus-values de 10 à 15% en bourse. Alors pourquoi filer des crédits à des entreprises pour qu'elles investissent en espérant 2 à 3% de taux d'intérêt? Elles ne le font plus. Alors que font nos entreprises? Elles se retournent vers leurs actionnaires pour avoir des fonds propres et se développer, et les actionnaires leur disent la même chose. Mais attendez, on ne veut pas 2-3%, on veut 10-15%, alors comprimer les salaires, augmenter la productivité, délocaliser. Ce système est un système, ce capitalisme financier, complètement autodestructeur. Dans le programme de la NUP, il y a un volet sur la régulation financière, dont moi, qui ai commencé ma carrière en étant prof de macroéconomie financière, je n'aurais jamais rêvé. Et il est formidable. C'est la fin de l'austérité. Alors le but inavoué de l'austérité, c'était de bousiller les services publics pour baisser les impôts des riches. Le but avoué, c'était de comprimer les salaires, baisser les prix pour pouvoir choper des parts de marché à l'étranger et augmenter la croissance. Oui, mais si nos voisins font la même chose, vous voyez bien que c'est un jeu perdant-perdant. Ce qui explique pourquoi on a une croissance molle en Europe depuis 20 ans et une explosion des inégalités. Là encore, ce programme, c'est la fin de l'austérité. Comment? En taxant le capital, les revenus des capitaux. Aujourd'hui, on paye plus d'impôts en travaillant qu'en vivant de ses rentes, ce qui est complètement incroyable. En restaurant l'ISF, en faisant un impôt sur le revenu plus progressif qu'il l'avait aujourd'hui, de manière à récupérer des marges de manœuvre budgétaires et de faire une véritable politique de relance, notamment dans la transition écologique. Alors Macron nous parle de planification écologique, mais lui, il a en vue une politique de petits pas. Mais quand on a le feu aux fesses, il faut courir, pas faire de petits pas. Là, quand Mélenchon nous parle de planification écologique, ça sent bon la mobilisation générale, et il le faut. Parce que le GIEC nous dit que nous n'avons plus que 3 ans seulement pour inverser les courbes d'émissions de gaz à effet de serre, sinon dans 50 ans, des pans entiers de notre planète ne seront plus vivables. Et il écrit, au-delà de 35 degrés de température moyenne, avec un taux d'humidité de 80% dans les tropiques, à l'équateur, en Inde, en Australie, la vie ne sera tout simplement pas possible, parce que c'est l'étal en 3 heures pour un homme, 35 degrés, avec 80% de température. Donc vous vous imaginez les millions de déplacés que nos enfants auront à gérer. La planète, notre civilisation ne s'en relèverait certainement pas. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'investir massivement dans les transports collectifs, l'isolation du bâti, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique dans l'industrie. Avec à la clé, nous disent les économistes, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois, c'est pas rien. C'est un 5e des chômeurs en moins aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les écologistes adhèrent à 100% à ce programme. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous les partis ici, sont représentés
Et c'est pourquoi je pense que nous ferons un excellent score au cours de ces élections législatives. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais faire quand même un petit retour en arrière, vite fait, parce que c'est pas la peine de s'étaler là-dessus. Je reviens au présidentiel. C'est vrai que l'Union populaire, a fait un score dont personne s'y attendait. Bon, voilà, très bien. On pourrait presque dire, c'est une victoire. Une victoire qui a permis la transformation de cette Union populaire. Donc Union populaire déjà à la base composée de divers éléments aussi en majorité, bon peut-être de la France insoumise, mais aussi d'autres mouvements et d'autres partis. Ça s'est transformé en nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc ça c'est la première grande victoire. C'est-à-dire que enfin, au bout de 41 ans, au bout de entre 36 et 81, vous comptez, 45 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, bon, bref, en gros, tous les 40 ans, on arrive enfin à s'entendre, à se mettre tous d'accord et dire, ouais, si on crée une union, ça serait quand même génial. Hein. Et alors, voilà pourquoi je parle de cette élection, parce que finalement, il y a eu une dynamique. Le peuple de France, le peuple de gauche, même si maintenant il dit gauche, bref, le peuple de gauche a dit exactement ce qu'il souhaitait. Enfin, en partie, il a dit, voilà, il a lancé des messages, il a envoyé des petites piques en disant, il faut faire quelque chose, il faudrait quand même qu'on se réunisse. Alors, donc, victoire de cette nouvelle union. Je suppose que lors des tractations et discussions entre dirigeants responsables, ça n'a pas dû forcément être facile, mais en tout cas, ils y sont arrivés. Et ça, c'est également un signal qui nous envoie à nous, électeurs, pour que, bien évidemment, le 12 et le 19 juin, lors des élections, qu'on apporte le plus possible de voix à tous nos candidats de l'Union, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient France Insoumise, peu importe, c'est une nouvelle union, il faut aller dans ce sens, travailler dans ce sens, et faire en sorte qu'on ait les meilleurs scores, et comme disait Gaël, pourquoi pas une cohabitation, ce serait génial. Vous imaginez Jupiter là-haut, nous avons une cohabitation, un Premier ministre, Mélenchon Premier ministre, ouais, bon, pourquoi pas, peut-être ça sera un autre, j'en sais rien, enfin bon, disons qu'on va miser là-dessus. Donc, ce qui nous amène quand même à un programme dont les différentes parties de la nouvelle union se sont accordées. Je suppose qu'il y a des différences, et les différences risquent de subsister, mais bon, ça c'est normal, hein, les différences sont avancées aussi chez le public. Donc, il y a un beau programme en perspective. Je pense qu'il prendra le temps, ça ne sera pas fait en 2 jours, en 3 mois, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, il faut respecter les délais. Il y a beaucoup à faire. Faut pas oublier que quand même on est attaqué de toutes parts, non-stop, sur la télé, sur les médias, la radio, dans la presse, enfin on est vraiment attaqué de toutes parts. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, vite fait, vous verrez sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas, cette fameuse discussion qu'il y a eu entre les actionnaires de Total Énergie avec les quelques manifestants, jeunes manifestants, écolos ou pas écolos du tout, peu importe, qui étaient là pour protester contre Total, et ben ça vaut son pesant d'or. Franchement, ça fait peur. Quand vous voyez les actionnaires menacer les jeunes et leur dire « on va vous tuer, dégagez, connards, connasses, machin, etc. » Franchement, j'ai honte. J'ai honte de voir comment ces riches finalement, vous savez ces riches là qui, ouais super, toujours là, la télé, machin, tout ça, dans leur jet, machin, etc. Non, attention, les Bernard Arnault, Bolloré, c'est des hommes dangereux, hein, très dangereux. Hein. Bolloré, vous savez qui c'est, hein, vous savez ce qu'il fait, hein, donc faut pas les oublier ceux-là. Ils sont trop dangereux. Alors je parle même pas des GAFA, des Bezos, des Musk, des machins, là, des Tesla, comment il s'appelle, Microsoft, Bill Gates.
Bill Gates, ça fait combien d'années qu'il est un des premiers riches au monde? Ça fait 20 ans, 25 ans, je sais pas, depuis qu'il existe, ce gars-là. Il est né avec... c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Moi, je me dis, mais comment c'est possible? On est des milliards, en France, on est des millions sous le seuil de pauvreté, n'est-ce pas? Je ne parle pas des jeunes, des étudiants qui sont obligés d'aller bosser, de vivre une vie précaire pour se gagner 3 sous et bosser la nuit et autres pour faire des études. Je ne parle pas des sans domicile fixe. Alors cela on n'en parle même pas. Je pense qu'un jour, il faudrait s'en occuper quand même. Donc voilà. Donc ces riches-là, bon, on ne va pas leur faire la guerre, c'est pas la question. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du mal qu'ils sont en train de créer, de la cassure qu'ils sont en train de créer dans notre société, et il n'y a pas de cadeau à leur faire. Je pense que franchement, il faudra les taxer. Enfin, il y a tout un programme, hein, Gaël l'a rappelé, au niveau de la taxation capitaux, etc. Il faudra l'ISF. D'ailleurs, l'ISF, en l'occurrence, à l'époque, c'était pas méchant. J'avais fait un calcul de l'ISF. C'était vraiment peanuts par rapport au pognon qu'ils avaient. Hein. Donc je pense qu'on pourrait même l'augmenter considérablement et faire en sorte que, voilà, sans parler de la fuite des capitaux, sans parler, blanchiment, machin, etc., enfin, magouille, corruption. Je ferai une petite, mention à notre chère mère, Laurent Brosse, qui se présente d'ailleurs. C'est marrant, il se présente, tiens, je cumule des mandats, il connaît pas, enfin bon, c'est pas grave. D'une part, il nous octroie une salle, une belle salle, genre 3 jours avant, donc comment on s'organise? En plus c'est le pont, les gens sont en vacances, comment on s'organise pour faire venir les gens? Merci les réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là, des fois quand même, ça sert à quelque chose. D'une part. D'autre part, je sais pas si vous avez vu son tract. Ah, son tract il est génial, hein. Il va améliorer notre cadre de vie. Il va tout améliorer. Il a décidé que ça y est, c'est bon. On y va. Conflant, amélioration du cadre de vie, police municipale, armée, des chiens, quoi d'autre? Des belles voitures, coupées, une Arcana, coupée, sport. Putain, police municipale. Je crois que je vais changer de métier. Quoi d'autre? Enfin voilà quoi. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Je m'inquiète. Hein, ce jeune homme là, ce brave jeune homme. Bon, bref, passons à autre chose. Je vais finir peut-être. Attendez, parce que j'avais un papier en fait, j'avais un discours de près, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Alors le maire Brosse, ouais, bon ça y est, on en a parlé. Première victoire, deuxième victoire, on en a parlé. Et puis alors évidemment la victoire finale. La victoire finale, bah, je compte sur vous. Je compte du bouche à oreille. Allez-y, 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 allez-y. Dispersez, balancez les paroles dans l'air, partout, partout. Et faites en sorte que nous soyons très très nombreux. Bon, ça je l'ai déjà dit, et puis eux aussi l'ont dit. Bon, après voilà, après je passe le programme. Retraite à 60 ans, 40 annuités, SMIC à 1500 francs, les étudiants 1063 euros, 1500 euros, ouais, pardon. Oublions les jeunes, la précarité. Ah, le droit social, la loi Khomri. La loi Khomri, il faut la détruire. Il faut la détruire. La loi travail, vous savez. En plus, c'est à partir de la loi travail, sous la gouvernance de M. François Hollande, n'est-ce pas, qui peut-être va quitter ou a déjà quitté le Parti Socialiste. C'est bien. La loi Khomri. Cette loi Khomri, elle est en train de massacrer. La réforme chômage de Mme Borne, massacre total. La retraite, massacre total. Droit social, massacre total. Monde hospitalier, massacre total. Quoi d'autre? Bon, les SDF, j'en ai passé. L'appareil d'hôpital. Le monde de la psychiatrie. Très important. Nous avons beaucoup de malades en France. Dans le monde, d'ailleurs. On a un nombre important de la population qui sont malades, quoi. Ils ont des pathologies, hein. Plus ou moins, mais voilà. Il faut vivre avec, Alors là, c'est le désert total. J'en sais quelque chose, j'ai été confronté à ce problème, c'est le vide. C'est le vide. Si vous voulez, allez-y.
Donc voilà, bon, j'ai parlé des GAFA, ouais, bon, tout ça, Total, actionnaire. Alors, j'en finirai, parce que je crois que c'est un peu long. Hein. J'en finirai avec notre planète, à la malle. Elle est vraiment en sale état. Elle est blessée, elle crie, elle pleure. Ça, c'est pas bon. Alors nous, les vieux, enfin vous les vieux, moi y compris, hein, parce que dans 3 mois, je suis à la retraite. Ah, super, je vais m'éclater. Comment dire? Bah, on s'en fout un peu, à vrai dire. Hein. C'est vrai. On s'en fout un peu, on a vécu, aussi, moi, déjà, ils se démerderont. Hein. Non, mais... non, mais bon, voilà. Ça, je pense que, j'espère que dans le programme, une des premières actions, parce que ça va être un travail très très long, il faut mettre en place une transition énergétique, bon bref, les énergies nouvelles, où déjà il y a plein de gens qui disent ouais, l'énergie nouvelle. Non. Sérieusement, il y a beaucoup de boulot à faire, et il est nécessaire, et comme disait Gaël, ça va créer des milliers d'emplois, des millions d'emplois qui fassent. Et puis, franchement, il faut vraiment attaquer de front, y aller à fond, il faut supprimer, comme il disait, il faut développer les transports en commun, il faut supprimer le plus possible de voitures. Regardez, même à Conflans, les voitures, il y a des jours, c'est n'importe quoi. Hein, mais bon. Je parle pas de Paris, je parle pas des grandes villes, non. Mais bon, il y a énormément à faire, il faut vraiment y penser, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et bon, on sera pas là, mais quand même, on leur doit au moins ça. Et voilà, qu'ils disent pas, bah ouais, putain, ça va pas, qu'est-ce qu'ils ont tout construit. Mais bon, ceci étant, c'est quand même, c'est quoi ça, tout ça? C'est quoi la cause? C'est la surexploitation, le pillage des ressources, le capitalisme, finalement. C'est le capitalisme à forte dose, qui nous vient de partout, qui fait que bah, nos patrons, nos riches ils en jouissent, mais pas nous. Hein. Nous on en chie. C'est travail, et puis voilà. Donc, stop à ça. Il faut vraiment faire quelque chose. Et en effet, il faut attaquer le capitalisme de front. Il ne faut pas hésiter. Ça sera je pense, un des combats à venir, et ça prendra du temps, mais voilà. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on fasse du bon boulot tous ensemble. C'était pas évident au départ. Enfin, ouf, on respire, on y est. Allons-y, maintenant on vote, et puis on vote bien, et puis merde aux autres, quoi. C'est tout. Voilà, on vote à gauche. C'est comme si, hasta la victoria siempre. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Alexandre Garcia. J'ai 32 ans, j'habite à Conflans, je suis militant socialiste depuis 2010 et je veux dire à quel point je suis très content d'être dans cette campagne aux côtés de Michel et très content de voir toutes et tous là ce soir rassemblés de tous les mouvements et partis de gauche et écologistes. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour une victoire, pour faire basculer cette circonscription et ce serait tellement bien. Je me demandais comment introduire un peu cette intervention et j'ai hésité entre plusieurs choses. Et je me suis dit, je vais leur parler de steak haché. Je vais leur parler de steak haché parce qu'il y a une image qui m'est parvenue, qui m'a un petit peu choqué quand même. On est dans un supermarché. Il y a un étalage de boucherie un peu industriel. Jusque-là, c'est banal, hein, ça. Et puis quand on regarde bien, derrière ces frigos fermés par des portes, il y a un écran à l'intérieur du frigo. Il y a un écran qui montre des animations d'une grande marque de viande avec un steak qui tourne à la flamme, comme ça. Donc on a des écrans qui chauffent à l'intérieur d'un frigo qui est censé refroidir. Et d'ailleurs, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est que les steaks qui sont autour, c'est des steaks bio. Qu'est-ce que ça dit de, déjà, la capacité de notre gouvernement passé à organiser une transition écologique, énergétique, raisonnable, réelle, concrète? Et qu'est-ce que ça dit de notre modèle économique, de manière générale? Qu'est-ce que ça dit de nous, ce qu'on doit faire pour changer notre modèle, pour qu'il n'y ait plus ce type d'aberration? Donc voilà, moi j'avais envie d'évoquer certains éléments de la NUPES.
basé sur l'économie, parce qu'on a vraiment réussi à obtenir quelque chose avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses concrètes, pour attaquer de front plein de sujets, et pour pouvoir vraiment faire une transformation sociale et assurer un meilleur avenir pour les générations futures. Je vais vous parler donc un peu d'économie, et il est important que tout le monde s'en saisisse de l'économie, parce que c'est toujours politique, quoi qu'on en dise. Et ça doit être la chose de toutes et tous. Et on doit sans cesse se défendre contre des postulats un peu libéraux qu'on accole toujours à l'économie. On pense par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un sujet de SES qui est tombé au bac cette année, où on demandait aux lycéens de montrer que l'action publique en faveur de la justice sociale peut avoir des effets pervers. C'est pas discuter la question, c'est montrer blanc. Discuter des blancs, noirs, non, montrer blanc. Donc, moi, je suis militant socialiste depuis 2010, j'ai toujours été attaché à la lutte contre les inégalités, pour des raisons humaines évidemment, mais aussi parce que les inégalités, ça tue la planète et ça tue l'économie. Et aujourd'hui, comme quand il y a de la NUPES, je suis ravi de rejoindre une coalition qui compte remettre l'économie à l'endroit, c'est-à-dire au service des gens et non l'inverse. Premièrement, pour plus avoir d'écran dans les frigos à côté des steaks hachés, on va réaliser la bifurcation écologique. La règle verte, on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Donc, sobriété énergétique. Et donc, très concrètement, dans le programme de la NUPES, interdiction des panneaux publicitaires numériques. Bon, ça c'est l'anecdote. Après, il y a des choses beaucoup plus importantes et substantielles. 700 000 logements rénovés par an, avec un système d'avance, de reste à charge zéro pour les personnes les plus modestes, revue de tout le réseau d'eau aussi, parce qu'il y a beaucoup de fuites, etc. Toutes ces choses-là ont été extrêmement bien présentées, et on peut les retrouver dans le programme. Baisse des émissions carbone de 65% d'ici 2030, parce que c'est urgent, il faut aller vite. Planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable, avec aussi une stratégie industrielle à avoir là-dessus. Garder le contrôle de filières extrêmement importantes, comme l'éolien maritime par exemple, et être en capacité de pouvoir nationaliser certaines parties de ces secteurs si ça ne va pas dans le sens de notre planification écologique. Et puis consommer mieux, avoir un indice de durabilité des produits et refuser à la vente des produits qui ne seraient pas suffisamment durables ou recyclables. Avoir un pôle public de la réparation, du recyclage, de l'économie circulaire. La bifurcation, ça nous permettra aussi, au plan économique, de relever notre agriculture et de relever notre industrie. Sortir de cette illusion qu'ont eu beaucoup de décideurs publics de croire que notre économie allait devenir entièrement tertiaire. Plus d'agriculture, plus d'industrie. C'était une hérésie. C'était une hérésie. L'agriculture, on prévoit de pouvoir construire 300 000 emplois agricoles et d'accompagner les agriculteurs en reprenant leurs dettes quand ils passent au bio et d'arriver à terme, en 2050, à 100% de bio. L'industrie, un plan de 200 milliards d'euros sur 5 ans pour réindustrialiser le pays autour de plans de filières avec des pôles publics dans l'énergie, dans les transports et dans la santé. Qu'on n'ait plus un leader mondial de la pharmaceutique qui ne soit pas capable de trouver un vaccin contre le Covid. Deuxièmement, l'économie, pour qu'elle fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une forme d'efficacité de la ressource fiscale et donc de la justice fiscale pour mettre à contribution les plus aisés et casser la spirale inégalitaire qui tue notre société et nos finances. Rétablir l'ISF, on en a parlé, lui ajouter un volet climatique parce que les 1% de Français les plus riches consomment 15 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. C'est la réalité. Imposer le capital au moins autant que le travail, rendre la fiscalité vraiment progressive, poser enfin la question que je trouve fascinante et extrêmement intéressante des droits de succession, et notamment la notion d'héritage maximum à 12 millions d'euros, qui me semble extrêmement intéressante, importante et raisonnable. Ça reste 100 fois le patrimoine net médian. Hein. Donc, c'est pas non plus les bolcheviks, le couteau entre les dents. Hein. Une fiscalité à revoir profondément aussi au niveau des entreprises. Établir un impôt universel pour les entreprises basé sur l'activité réelle en France. Lutter au niveau européen pour un impôt sur les sociétés minimum à 25%. Et aussi mettre fin à cette règle d'unanimité fiscale qui fait qu'on a actuellement en Europe des paradis fiscaux, le Luxembourg, l'Irlande, qui imposent leurs décisions à toute l'Europe et qui font qu'on ne peut jamais avancer en matière fiscale et sociale au niveau européen. Alors qu'est-ce qu'on fera? On dérogera?
on désobéira temporairement, on fera des coopérations renforcées, on renégociera, on pourra aussi revenir au peuple, parce que ça c'est formidable et c'est aussi dans le programme de la NUPES. C'est interroger toute la population européenne, les 450 millions, faire une convention citoyenne au niveau de l'Union européenne, et à la fin, aboutir à une révision des traités qu'on fera approuver par référendum. C'est de cette manière-là qu'on arrivera à résoudre ces situations-là. Et je refuse d'ailleurs de laisser qui que ce soit dire, parce qu'on a vu des choses comme ça dans les tracts de la concurrence, que la NUPES serait anti-européenne. Non, nous aimons l'Europe. C'est pour ça que nous allons la changer. Troisièmement, une économie saine, c'est aussi une économie qui donne des droits importants au travail, bien entendu. On a parlé de la retraite à 60 ans, aussi les 32 heures, la 6e semaine de congé payé. Réduire le temps de travail sont des idées bonnes pour l'économie parce que ça stimule la productivité. Nous, en France, on a une des meilleures productivités au monde, justement parce qu'on sait partager notre temps de travail. Augmenter la part des salariés, on en a parlé dans les instances dirigeantes d'entreprise, un tiers dans les petites, la moitié dans les grandes. Ils ont la vision, les salariés, justement, de long terme, que n'ont pas les actionnaires. D'ailleurs, il faut repartager la valeur ajoutée. Quand les dividendes augmentent de 3%, eh bien, il faut que les salaires augmentent de 3% à côté. Ça aussi, c'est un programme. Et aussi, protéger l'emploi, interdire les licenciements boursiers aux entreprises qui versent des dividendes, permettre aux salariés de reprendre leur boîte sous forme de coopérative, et aussi fournir une assurance chômage digne. Parce que ça aussi, c'est une règle de base en économie. Quand il n'y a pas de système de protection des chômeurs, eh bien, ça donne des gens qui s'empressent de retrouver un travail qui ne correspond pas à leurs compétences et qui se déqualifient. Et ça dégrade aussi l'économie. Donc il y a une question d'humanité, il y a une question d'économie aussi dans tout cela. Parce que quand même, Macron, ce qu'il nous a inventé, c'est la flexi-insécurité avec sa réforme de l'assurance chômage. À propos de qualification, on propose aussi un droit à 36 heures de formation par an. C'est très intéressant aussi. Et le principe de maintenir le revenu de toute personne qui est en reconversion ou en formation. Ça, c'est extrêmement important. Quatrièmement, mettre au pas la finance. On en a parlé pour qu'elle soit au service de la population. Taxe importante sur les transactions financières. Reprise de la dette publique Covid par la BCE pour la transformer en dette perpétuelle à taux nul. Et interdire les produits financiers toxiques et nuisibles à l'économie. Ça rejoint un petit peu mon métier dans la régulation financière, mais je sais qu'il en reste encore. Et j'ai une particulière aversion pour les cryptoactifs, qui sont un désastre écologique, un désastre financier, qui sont un Far West de la spéculation absolument insupportable. On n'en a pas parlé noir sur blanc dans le programme, mais j'espère bien qu'on fera quelque chose contre ces CCT-là. Et cinquièmement, enfin, à la base de l'économie est l'éducation. L'école et l'université doivent être des sanctuaires, y compris face à la logique de l'argent fou, qui sape tout. Lutter contre la ségrégation scolaire, en faisant entrer les établissements privés dans la carte scolaire. Revaloriser la filière professionnelle, fournir une allocation d'autonomie de 1 063 € aux étudiants pour qu'ils puissent se consacrer à leurs études, parce que tout étudiant qui abandonne ou qui échoue dans ses études, parce qu'il y a des petits boulots à côté qui ruinent son sommeil, son cycle de vie, c'est inacceptable, c'est humainement horrible et c'est économiquement aussi absurde. Le budget du programme est établi. Ils en ont reparlé récemment, il y a quelques jours. Il est équilibré. Par exemple, l'impôt universel sur les entreprises rapporterait 25 milliards d'euros qui permettrait de financer la garantie d'autonomie, justement. L'ISF peut rapporter 12 milliards d'euros, ce qui permettra de financer la hausse du point d'indice de 10%. Bref, nous ne tournons pas le dos à la NUPES, à l'économie. Nous ne tournons pas le dos à l'idée de progrès. Nous sommes et restons des progressistes. Mais il va falloir être prêt à repenser l'idée de progrès. Sortir de cette petite lorgnette du PIB. Et pour nos biens communs, pour les générations futures, parce que pour finir, et je citerai François Mitterrand, le progrès n'a que l'âme de celui qui s'en sert. Alors, servons-nous-en bien. Écoutez, c'est pas facile de passer derrière mon remplaçant, hein, au début. Finalement, peut-être qu'il faudrait, mais on ne peut pas, hein, on ne peut pas permuter. Bon, j'ai quand même un avantage, vous aussi, mesdames, c'est qu'il faut des femmes en politique. Alors voilà, parfois, c'est la femme qui est titulaire et c'est l'homme qui est suppléant. Et ma foi, c'est quand même un petit peu un juste retour des choses.
Voilà. Bon, je savais que j'allais parler en dernier. Je ne savais pas ce que mes partenaires allaient dire. Donc, vous imaginez que ce n'était pas facile de construire un propos. Alors, j'ai essayé quand même. Alors, bien sûr, la NUPES, tout le monde connaît maintenant. Et puis, la NUPES, ben, vous l'avez là, en fait, devant vous, en chair et en os, présent devant vous. Puisque, oui, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, ça y est, on a réussi. C'est Michael, je crois, hein, qui l'a dit. Enfin, on a réussi. Malgré notre diversité, malgré nos cultures différentes, et puis on les mesure hein, sur le terrain, on n'a pas la même façon de militer. On ne fait pas le porte-porte pareil, on ne fait pas le tractage pareil, enfin bon, voilà. Donc c'est étonnant, mais c'est très intéressant. On a fait un pas de côté, chacun, au fond pour l'intérêt général. On a tous compris les résultats du vote. Je crois que les citoyens ont été clairs, ils en ont assez, qu'on dise toujours que chacun, qu'on veut faire l'unité et qu'on n'y arrive jamais. On a tous, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, on m'a avoué presque honteusement, tu sais, j'ai voté Mélenchon. Bah oui, moi aussi, hein, pourtant, moi je suis à tel parti, puis moi je suis à tel parti, bah, j'ai voté Mélenchon. Oui, nos citoyens, ils en ont assez. Ils en ont assez d'être toujours obligés au deuxième tour de voter soit la droite, soit l'extrême droite, ou plutôt voter à droite pour éviter l'extrême droite. Alors on l'a fait, tant mieux, et je dois dire que moi j'en suis ravie aussi, et c'est pas difficile pour moi, parce que ça aussi j'avais prévu de vous parler de moi, parce que j'étais sûre qu'eux ne le feraient pas, donc voilà, vous allez avoir un petit truc sur moi. Donc, c'est pas difficile pour moi, parce que, en fait, moi, je suis socialiste depuis 2002, exactement le 22 avril, si ça vous dit quelque chose. En fait, voilà, Lionel Jospin a été blackboulé du deuxième tour. En fait, il lui a manqué 2 voix par bureau de vote, c'est pas beaucoup, 2 voix. Et il y avait une offre politique qui était assez pléthorique aussi, cette fois-ci. Beaucoup de personnes dans vos entourages, sans doute, vous l'ont dit « Ah, je voulais voter un peu plus écolo, ou un peu plus ceci, ou un peu plus à gauche. » Mais au deuxième tour, j'avais bien l'intention de voter Jospin. Et oui, mais Jospin, il n'était pas au deuxième tour. Donc, finalement, moi, forte de cette expérience personnelle, eh bien, voilà, je pense que c'est très important de faire l'unité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai, en plus de ma carrière politique, si on peut dire, tout au moins, mon appartenance au Parti Socialiste, a suivi mon entrée en politique, qui a commencé par les élections municipales, en fait. C'était aussi la parité, en fait, c'est un collègue de travail qui m'a dit, écoute, tu es de gauche, il faut des femmes, viens donc avec moi, dans une liste municipale, c'était à Verneuil-sur-Seine, on était en 1995, c'était le début de la parité. Donc obligatoire en politique. Et je dois dire que dès le départ, en fait, à Verneuil, il y avait une communauté importante, enfin un parti communiste très important, un parti socialiste très important, et dès le départ, on a fait une liste qui regroupait les différentes composantes politiques. Et puis ça a continué comme ça, et même en 2014-2020, lorsque j'étais à la tête de liste, de cette liste d'union de la gauche, hein, qui regroupait tout le monde, hein, depuis le Front de gauche jusqu'au Parti radical, malgré un contexte national très chahuté, Jean-Marc l'a rappelé d'une certaine façon tout à l'heure, on a maintenu la cohésion. Il faut dire que la division, au fond, moi je connais, parce qu'avant, je vais vous raconter une anecdote, en fait, qui me fait toujours rire. J'avais dans l'équipe municipale des élus, on était 5 d'opposition. J'ai toujours été élue municipale d'opposition, je suis dans une ville de droite, autrefois à gauche, mais ça fait bien longtemps qu'elle est à droite. Et j'avais dans cette équipe deux élus. Il y en avait un qui était extrêmement laïque, et qui donc rêvait, était laïque plus, puisqu'il rêvait chaque jour de raser l'église de Verneuil. Et à côté de lui, il y avait quelqu'un qui faisait du catéchisme, qui était élu aussi et qui, lui, était impliqué dans le catéchisme. Et tout ça, ma foi, faisait finalement un groupe d'élus assez diversifié, et on se retrouvait sur l'essentiel. Bah, au fond, c'était un peu la NUPES avant la NUPES. Alors, ensuite,
que vous dire d'autre? Alors, bien sûr, là, on ne parle plus d'élections municipales, on parle carrément des élections législatives, d'une circonscription, et surtout d'une élection nationale qui est cruciale. On le sent tous, hein. Ça a été rappelé d'ailleurs. Hein. En fond, c'est le fameux 3e tour des présidentielles dont on a parlé, mais donc j'ai le sentiment que c'est vraiment, pour beaucoup, cette année, une réalité. Je pense qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon a su, avec la proposition Élisez-moi Premier ministre, a su nationaliser vraiment cette élection. Hein, et donc c'est un peu passé, ce qui fait que, contrairement à d'autres fois, on ne nous interpelle pas sur la rue ou l'autoroute qui va passer, ou etc. Mais on nous interpelle bien sur le contenu du programme et des enjeux qui sont réellement de gouvernement et nationaux. Alors, cette 7e circonscription, je voulais vous dire que je la connais bien, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres, je ne suis pas parachutée, si vous voyez de quoi je veux parler. Non, elle s'appelle Nadia Hay, elle vient de la 11e circonscription, elle est candidate pour La République En Marche, et donc elle est parachutée dans la 7e. Alors pas moi, parce que figurez-vous que j'habitais La Frette-sur-Seine dans le Val d'Oise, et j'avais 10 ans, et que je prenais le train pour aller au collège à Conflans. C'était à l'époque le collège, peut-être que certains l'ont connu, aujourd'hui c'est le lycée Jules Ferry, à l'époque c'était un collège, et j'y allais, je prenais mon petit train, j'allais à la gare de Conflans, je passais la passerelle sur les voies ferrées, certains se souviennent, je croisais les ouvriers de la LTT, etc., etc., et il y avait même, si certains, alors près de moi, je ne sais pas s'ils se souviennent, il y avait des vendeurs de marrons chauds en hiver, c'était délicieux. Je me souviens ensuite, quand j'ai été nommée professeur, par les hasards des affectations après un concours, j'ai été nommée professeur à Vernouillet. J'habitais toujours le Val d'Oise, et donc je passais par Conflans, évidemment. Puis après, je longeais Andrézy, Morcourt, Andrézy, je me souviens même de la nappe de brume qui parfois est sur le fleuve. Et puis après, je remontais Chanteloup-Triel, puis je redescendais vers Vernouillet. C'est-à-dire que je traversais déjà la 7e circonscription. Vous avouerez que c'est presque une prédestination pour moi, hein, en fait. Et puis ensuite, quand je me suis, en plus de ma fonction d'enseignante, je me suis occupée de la formation continue des adultes, eh bien, j'ai circulé dans tous les établissements, donc je connais tous les établissements de la Circo, depuis Meulan jusqu'à Conflans, en passant par Andrézy, Chanteloup, etc., puisqu'il s'agissait d'aller auprès des collègues créer des formations adaptées à leur vie d'établissement. Donc, cette circonscription, je la connais bien, je la connais depuis longtemps, et donc je suis ravie d'en être potentiellement la future députée. Cela dit, Conflans, ça va être un petit peu plus tendu ce que je vais vous dire. Conflans, ça m'évoque autre chose. Il se trouve que je suis professeure d'histoire, géographie et d'éducation civique. Et donc, ça m'évoque Samuel Paty. Je pensais que c'était impossible pour moi de ne pas en parler, même si je sais que c'est effectivement douloureux, je sais et j'ai même compris pourquoi le collège du Bois d'Aulne, à qui on a proposé de s'appeler collège Samuel Paty, a refusé, jugeant qu'ils n'allaient quand même pas, toute leur vie et avec toutes les générations d'élèves, revivre cet événement traumatique. Alors, je vous dis, bien sûr, j'évoque ce nom parce que je sais, pour l'avoir enseigné dans un collège donc à Vernouillet, avec des adolescents donc, et des adolescents souvent aussi issus de familles d'origine immigrée, même si c'est la 2e ou la 3e génération, je sais combien ces sujets sont difficiles. Et puis, ça évoque aussi pour moi, ça a été dit aussi tout à l'heure, la désespérance peut-être de l'éducation nationale. Quand je serai députée, croyez-moi, je serai vigilante à choyer ce service public, car j'ai bien conscience qu'il est indispensable, notamment pour les enfants des classes populaires. Leur réussite individuelle, notre réussite collective, passe par une école en bonne santé, et ce sera un axe prioritaire pour moi. Autre axe prioritaire, la laïcité. Je sais que c'est un sujet qui nous divise
au sein de la NUPES, en tout cas que les journalistes adorent instrumentaliser pour nous diviser. Moi, je fais confiance à la sagesse de l'Assemblée, comme il est dit dans le programme. Nous en reparlerons. Et en tout cas, ma boussole, ce sera la loi de 1905, bien sûr, mais elle a quelques petits trous. Il faudra peut-être la remettre au goût du jour. Et ce sera une phrase d'Aimé Césaire que j'aime particulièrement bien, qui dit « Il y a deux façons de se perdre. La première, c'est murer dans le particulier. La deuxième, c'est dissous dans l'universel. Murer dans le particulier, dissous dans l'universel sont deux façons de se perdre. » Ça me plaît beaucoup, ça me fait beaucoup réfléchir. Notre programme de gouvernement, car nous en avons un, il est complet, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, comprend 650 mesures. 650. Alors toutes n'ont pas la même importance, parce que ça va même jusqu'à la création de fontaines à eau, l'installation de fontaines à eau, donc ça va quand même bien dans le détail. Sur ces 650, il y en a 30 seulement sur lesquels nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Mais là aussi, comme ces sujets qui fassent, comme la laïcité dont je vous parlais tout à l'heure, on aura la sagesse de l'Assemblée, les travaux parlementaires pour remettre ça et essayer de sortir enfin avec une forme de consensus. Je reprends sur la laïcité, il faudrait quand même qu'on sorte de ces débats qui nous polluent la vie politique depuis longtemps et quand même favorisent les extrêmes de tout poil. Alors bien sûr, ces 650 mesures, je ne vais pas vous les décliner. D'abord, pour une raison, c'est que mes camarades en ont déjà pas mal parlé. Ensuite, parce que ce serait fastidieux, et puis que chacun peut aller sur le site de la NUPES, les voir en détail, et puis je ne doute pas qu'il y aura peut-être des questions dessus. Depuis, alors par contre, je vais vous dire celles auxquelles je crois fort, en plus de l'éducation nationale dont je vous ai parlé et de la laïcité. Depuis 50 ans, les politiques libérales qui ont été très bien incarnées par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, nous avons vu nos services publics dégénérer, ils coûtaient trop cher, ça a été rappelé. L'école, la justice, la police, la santé, dont nous avons vu récemment l'importance. Ce matin, aux informations radiophoniques, j'entendais à la fois parler d'école et de santé. L'école, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, il y avait un job dating à l'Académie de Versailles, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, comme pour les petits boulots, en fait, on recrutait des profs. On recrutait des profs, oui, je vois Jacqueline qui s'arrache les cheveux. Comme des petits boulots, on les recrute au niveau de la licence, avec une demi-heure d'entretien avec un inspecteur quand même, voilà. Et on peut être embauché à la rentrée prochaine à l'Académie de Versailles. Voilà, donc tous ceux qui, comme plusieurs certainement dans la salle, comme moi, comme Janine, ont passé des concours, apprécieront, voilà, où est notre école. De la même façon, j'entendais Martin Hirsch qui alertait sur l'état des hôpitaux. Ça a été dit tout à l'heure, mais là c'est du concret. On n'est pas sûr que finalement nos hôpitaux, en dehors de la pandémie, puisqu'il n'y en a plus pour l'instant, nos hôpitaux tiennent cet été. C'est-à-dire qu'il y aura un déficit de services par manque de personnel. Donc, bon, voilà, on ne va pas détailler tous les services publics, mais en tout cas, on sait maintenant que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et donc, il faudra vraiment y mettre le paquet. En tout cas, moi, je m'y emploierai. Voilà, j'irai dans le sens, donc je vais lire ce que j'avais écrit, parce que parfois il faut se recentrer. J'irai dans le sens de leur présence partout sur le territoire, de leur efficacité, du respect de leur personnel et du service au plus grand nombre, notamment aux classes populaires. L'idée que l'on trouve dans la NUPES d'instaurer la gratuité des premiers kilowattheures d'électricité et des premiers mètres cubes d'eau serait, de mon point de vue, un formidable progrès au service donc de notre société. Léon Blum disait « Le socialisme est né de la révolte contre les cruautés du capitalisme ». Alors c'est le socialisme au sens large, bien sûr.
La semaine dernière, avec Alexandre, nous nous sommes rendus auprès de grévistes d'une EHPAD qui se trouve à Vaux-sur-Seine, de la société Orpea, dont maintenant tout le monde connaît le nom. Alors, toutes des femmes, petit salaire, pas de plan de carrière, menacées cette année en plus de ne pas recevoir de prime d'intéressement, sur laquelle, bien sûr, elles comptaient, puisque c'est ce qu'elles avaient habituellement. Que dit Orpea? Orpea dit cette année, nous n'avons pas fait de bénéfice, donc pas de prime d'intéressement. Alors, bien sûr, c'est un événement local, mais qui est si significatif de notre société, qui finalement privilégie Orpea, dont on a appris, tout à l'heure j'avais une info sur mon téléphone, qui disait que Orpea est désormais pointé pour fraude fiscale, etc. Enfin bon. Donc on va découvrir un monde. On avait déjà découvert pour Orpea qui le limitait les soins à leurs résidents pour faire plus de bénéfices. On sait maintenant qu'ils participent donc à ce capitalisme financier qui s'est mis en place. Donc je mettrai toute mon énergie dans l'élaboration des lois qui remettront de la justice sociale. Rétablissement de l'ISF et suppression de la flat tax, impôt universel sur les multinationales d'un côté, etc. Ça a été rappelé aussi par Alexandre. Augmentation des salaires de l'autre, SMIC à 1 500 €, blocage des prix, droit de partir à la retraite à 60 ans, protection des employés par le droit du travail, notamment dans les plateformes numériques, égalité salariale entre les femmes et les hommes, etc., etc. Mais ce ne sera pas mon seul combat. Ça a été dit aussi, je crois qu'il faut avoir un combat dans le domaine institutionnel. Il nous faut revivifier impérativement notre démocratie, car après 60 ans, il est évident que la Ve République est un peu à bout de souffle. Souvenons-nous qu'en plus François Mitterrand parlait du coup d'État permanent, et bon, on peut encore le mesurer. Je m'investirai dans cette réforme constitutionnelle pour un Parlement plus représentatif, avec le scrutin proportionnel, pour un président qui aura moins de pouvoir, notamment en matière de nomination. Vous savez que c'est lui qui nomme, par exemple, les plus hauts magistrats, donc il faut une justice qui soit plus indépendante. Et puis, bien sûr, pour une démocratie plus vivante, en faisant participer les citoyens, c'est déjà ce que je portais en 2007 avec la candidature de Ségolène Royal. Enfin, car on ne peut pas tout faire dans la vie, un des axes principaux de mon mandat sera de m'investir dans la lutte pour la viabilité de notre planète, au profit de la jeunesse, pour la protection de la biodiversité et le bien-être animal. Il n'est pas acceptable, il est même effarant que certains jeunes souffrent aujourd'hui du syndrome d'éco-anxiété. Cette jeunesse qui a le sentiment de ne plus avoir d'avenir sur notre terre, le sentiment que cette terre n'est plus accueillante et va disparaître. Cela vient en plus pour la jeunesse s'ajouter à beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Parcoursup, ça a été dit, qui accroît les inégalités, notamment entre les filles et les garçons, qui doute plutôt aussi cette jeunesse de son avenir. Aussi, très souvent, je pense que vous l'avez vécu comme moi, les jeunes se disent oui, pour toi, tu me parles de ta retraite, mais moi, est-ce que j'aurai une retraite? Ces jeunes qui se tombent dans la précarité, par exemple avec la réforme de l'assurance chômage, il y a 350 000 jeunes qui ont été touchés par la réforme de l'assurance chômage, et puis la précarité engendrée aussi par la crise sanitaire. Nous garantirons aux jeunes les moyens de poursuivre leurs études sereinement et de s'insérer dans la vie avec une allocation égale. On disait 1063, en fait c'est le seuil de pauvreté, qui est à peu près 2 000 €. Il est vrai sinon que la planète souffre. Vous savez peut-être que les îles Vanuatu viennent de déclarer l'état d'urgence climatique pour eux, en raison de la multiplication de cyclones puissants et d'une sécheresse dévastatrice. Elle demande une aide massive à la communauté internationale, ainsi que la mise en place d'une législation internationale pour les générations à venir. Cela me fait penser à un vieux souvenir, et peut-être que vous allez le partager certainement avec moi, c'est celle du commandant Cousteau, qu'on connaît tous,
qui a eu la très bonne idée en 1988 de lancer, de sanctuariser le continent antarctique. Il y avait un traité, et puis ce traité s'arrêtait, et donc le projet c'était de livrer l'Antarctique pour qu'il y ait des exploitations minières. Et puis il a agi, il a même emmené des jeunes lutter au niveau international pour sanctuariser encore pendant 50 ans, donc faut se dépêcher parce que les 50 ans vont bientôt être passés. Mais donc de la même façon, oui, il est possible d'agir, il faut de la volonté. Donc j'appuierai tous les projets dans ce sens. Nous inscrivons la règle verte qui veut dire qu'il ne faut pas prendre à la planète plus qu'elle ne peut produire et elle ne peut se régénérer. Et puis même, il faut faire, c'est aussi dans la NUPES, la règle bleue pour la protection des océans. Je pense que je pourrais continuer ainsi la liste des combats. Ils sont nombreux, ils sont urgents, ils vont demander beaucoup de ténacité. Mais bon, il va falloir qu'on... Donc, en conclusion, je vais conclure un petit peu comme mes voisins et mes co-orateurs. Alors, cher public, est-ce qu'on veut revivre un quinquennat Macron sans opposition forte qui va désespérer la population? Non. Non, voilà, j'étais sûre que vous allez me dire non. Faut-il rappeler l'affaire Benalla, l'affaire de Rugy, plus récemment l'affaire un peu mortenée du cabinet McKinsey? Faut-il rappeler les cahiers de doléances, les grands débats, les autres conventions citoyennes qui sont mises en place pour soi-disant résoudre des crises et sur l'issue desquelles le président s'assoit allègrement tout en ayant promis le contraire? Faut-il rappeler la ponction sur les APL, la conjugalisation de l'allocation handicapée, la suppression du tiers payant généralisé, la suppression des critères de pénibilité, que paraît-il il faut remettre maintenant, la suppression de l'ISF, qui donnait lieu à un rapport, et suite à ce rapport, si l'ISF n'avait pas produit les résultats qu'on escomptait, eh bien on reviendrait dessus. Le rapport a été produit, la conclusion a conclu que ça ne servait à rien, mais l'ISF, la suppression de l'ISF a été maintenue. Faut-il rappeler l'exercice jupitérien du pouvoir par Emmanuel Macron, qui pendant la pandémie, alors que dans d'autres pays des débats étaient organisés au Parlement, nous imposa un conseil de défense caractérisé par le plus grand secret? Je passe sous silence, mais vous en aurez, tout à l'heure ça a été rappelé aussi, les phrases assassines qui échappent parfois à une communication d'Emmanuel Macron, qu'il faut le dire, est quand même, sinon, parfaitement maîtrisée. Cette litanie pourrait s'allonger aussi, je pense que vous pourriez nourrir cette succession de plein d'autres exemples. Et pourtant, comment? Oui. Alors, on ne pouvait pas tout dire, mais effectivement, chacun aura sa petite phrase ou son événement marquant. Pourtant, c'est ce président qui est élu et qui va faire un mandat de 5 ans. Il vient de commencer. Et celui qui nous a promis plusieurs fois de se réinventer, je pense que comme moi vous l'avez entendu, nous apparaît déjà si semblable. Côté parti émergé, qu'avons-nous? On a une femme, paraît-il, de gauche, comme Premier ministre. On a la lutte contre les violences conjugales. Grande cause du quinquennat, c'est la 2e fois. Mais côté émergé, on a ça. Maintenant, côté immergé, qu'a-t-on? On a un ministre de l'économie de droite. On a un ministre de l'Intérieur. Vous savez, celui qui trouvait que Marine Le Pen était quand même un peu molle sur le plan sécuritaire. On a le même ministre de la Justice qu'avant, celui qui trouvait quand même scandaleux qu'on lui demande une déclaration de patrimoine avant de devenir ministre. Et puis on a un tout nouveau ministre, choisi alors que l'on sait que des plaintes pour agression sexuelle le concernent. Face à ce nouveau quinquennat qui débute, il n'y a plus d'alternative, il n'y en a qu'une, il faut aller voter. Il faut que les députés de gauche soient les plus nombreux. Alors, merci aux militants qui sont dans la salle et qui déjà déploient toute leur énergie pour convaincre la population. Merci au public d'aller convaincre vous aussi, parce que le 12 et le 19 juin, c'est crucial. Il faut que la NUPES arrive en tête,
Si on peut avoir la majorité absolue, ce serait vraiment formidable pour qu'enfin ça change. Merci à tous. Bon, bah, après tous ces discours, ça va être dur de prendre la parole, mais c'est à vous de prendre la parole. Allez. Voilà. Le début de la question est pour Michel, mais après la suite, c'est pour tout le monde, évidemment. Tu commençais ton intervention sur que tu avais été élu par la parité. Et effectivement, la parité, c'est très bien, mais je l'aime pas. La façon dont elle est formulée. Je serais pour qu'on change la loi et que ça soit une parité pour qu'il n'y ait pas une totale... quand c'est deux personnes qui est... Il faut que je reformule, désolé. Que les deux personnes ne peuvent pas être du même genre. Et sur une liste, que la moitié de la liste ne puisse pas être du même genre. Sachant que le genre est, par définition, auto-déclaratif, donc c'est-à-dire qu'il y a, en fait, pour 7, 10 genres comme vous les voulez, et comme pour que ça soit plus facile pour les gens de le gérer administrativement, on le supprime à l'état civil. Donc, j'ai pas eu le temps de lire le programme de la NUPES si c'était marqué dans la suppression du genre à l'état civil, sans, évidemment, détruire les outils de lutte, de mesure, des inégalités et des violences, évidemment. Je pense que bon, c'est important la question que vous posez, effectivement. Hein, notre société évolue beaucoup sur les questions de genre. Donc, effectivement, il faut prendre en compte toutes ces évolutions. On a déjà pris en compte auparavant le mariage de même sexe, etc. Mais on était encore dans un schéma assez traditionnel qui est rompu par effectivement les questions de genre. Donc, c'est une bonne question et il faut y penser. Je crois que dans le programme de la NUPES, il n'y a pas, en effet, sur la question de genre, quand on ne peut pas se classer dans une des deux cases, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça implique sur la parité, etc. C'est une excellente question et c'est hyper difficile d'y répondre tout de suite et je pense qu'il n'y a pas encore de solution trouvée claire. Dans le programme de la NUPES, par contre, il y a beaucoup de choses sur les questions de genre. Il y a notamment la possibilité de faire des transitions au niveau administratif par simple déclaration. Également, bien entendu, un plan de lutte contre toutes les discriminations. Enfin, c'est bien entendu le programme dans la vie politique qui défend le plus les causes sur ces questions-là. Je suis militant socialiste avant Clajoly et militant de l'Union de la gauche depuis très longtemps, puisqu'avant Clajoly, on a bâti, il y a plus d'1 an, une candidature pour les départementales qui regroupait au moins 3 des partis en présence. Ici, la France Insoumise, le PS et Europe Écologie Les Verts. Je voudrais dire que, quelle que soit l'issue de ces élections, cette union de la gauche, elle est primordiale. On aurait pu la faire avant, si on avait pu, si on avait réussi, mais au moins on y est. Et c'est un espoir formidable pour la suite. Et cet espoir, je pense que il serait bon que, encore une fois, quelle que soit l'issue des élections, et j'espère bien que Michel et Alexandre, vous avez gagné, mais au-delà de ça, il faudrait faire vivre tout ça, quoi qu'il arrive. Et le faire vivre, quoi qu'il arrive, ça veut dire aussi s'entourer d'une expertise citoyenne localement, dans chaque circonscription, pour continuer à faire vivre tout ça, parce que tout ça part de la base, et j'aimerais bien avoir votre sentiment à tous là-dessus. Merci. Quant à l'union, écoutez, que vous dire d'autre? De toute façon, ça a été dit. Hein. Moi, je l'ai proclamé tout à l'heure lorsque je l'ai dit. Je crois fondamentalement à la participation citoyenne aux côtés des institutions, aux côtés des structures partisanes. Je pense que c'est essentiel. C'est pas facile à faire. Oui, c'est très difficile à faire. Parce que, en fait, on s'aperçoit, bon, on ne faut pas être caricatural non plus. Par exemple, lorsque j'ai mené la liste à Verneuil, ça s'appelait Vivre Verneuil autrement,
Et on rêvait justement de participation citoyenne. Donc on avait proposé à la population de faire des conseils de quartier, mais ça c'est déjà assez traditionnel, conseil des anciens, conseil des associations, etc. Des ateliers participatifs, par exemple, pour tout ce qui était projet d'urbanisme. Bon, eh bien écoutez, ce n'est pas notre liste qui a été plébiscitée, hein, c'est-à-dire que c'est pas un besoin impérieux. Alors, on s'aperçoit effectivement que lorsqu'il y a un enjeu local, effectivement, là, la population est très mobilisée. Après, quand il faut vraiment la pratiquer au quotidien, c'est plus compliqué. Il y a eu des expériences de gestion locale participative. Qui est dans la Drôme, qui vit dans un petit village qui s'appelle Saillant, c'est un village de 1200 habitants, qui a fait, qui a régi la commune, donc c'est une petite commune, vraiment avec de la démocratie participative. Bon, ils n'ont pas été reconduits à l'issue des autres élections, et si ça a été très très enthousiaste, très vite tout le monde s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de travail, et l'enthousiasme est bien retombé. Mais il y a eu des expériences qui, enfin en tout cas là c'est une expérience qui a été poussée extrêmement loin. Donc c'est toujours une bonne idée, on veut toujours le faire. Après, la réalisation est difficile, mais c'est aussi vrai pour presque la totalité des choses. Dernière intervention. Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez bien? Alors moi j'ai pas vraiment de questions, par contre j'ai quelques réponses parce que j'ai entendu 2-3 trucs qui m'ont un peu choqué. Donc je vais me permettre de rebondir sur 2-3 interventions. Pour commencer, j'ai cru entendre à un moment, je ne sais plus qui exactement, dire que en ce moment il n'y avait plus de pandémie. Alors j'ai peut-être mal compris, j'espère, mais j'ai quand même répondu parce que je sais que beaucoup de gens le pensent. La pandémie elle est toujours en cours, le Covid il est toujours là. C'est pas parce que le gouvernement fait l'autruche et fait semblant qu'il n'y a plus rien parce que ça lui a permis d'enlever les mesures sanitaires et de regagner un peu quelques points dans l'opinion publique juste avant les élections. C'est pas pour ça que le Covid a disparu. Et au contraire, il est toujours là, il tue toujours. Il tue principalement les personnes précaires, les personnes handicapées qui du coup se retrouvent isolées chez elles parce qu'il n'y a plus aucune mesure pour les protéger à l'extérieur. Donc voilà, on porte nos masques, on essaie de se protéger, et puis on se retrouve dans des salles comme ça où il y a 50, 60 personnes sans masque, donc on espère juste que personne n'a Covid. Donc voilà, ce serait bien que la gauche ait un vrai discours concret, sérieux, sourcé sur ce sujet, et qu'elle ne se laisse pas diviser par voilà, les récupérations par-ci, par-là, etc. Le Covid, il est là, il faut des mesures fortes, il faut bien sûr des moyens pour la santé, il faut des masques FFP2 efficaces, gratuits, accessibles pour tout le monde, et il faut des vraies mesures sanitaires concrètes, pas forcément répressives. Je suis loin d'être quelqu'un qui adore les mesures répressives, mais il faut des mesures de santé publique réelles et efficaces. Le deuxième point qui m'a un peu dérangé, c'est la question de la surpopulation. Je vais essayer de faire vite, mais voilà, pour avoir étudié un petit peu la démographie à l'université, la surpopulation, c'est un peu un faux problème qui traîne depuis des dizaines et des dizaines d'années, en fait, et le vrai problème, on l'a cité de nombreuses fois ce soir, c'est le capitalisme. Si aujourd'hui, on a du mal à nourrir la planète, si aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, qui meurent de soif, s'il y a des problèmes qui ont l'air d'être liés à la surpopulation, en fait, ils sont liés au capitalisme et au fait que les richesses, elles sont accaparées par un très petit nombre de personnes et qu'elles ne sont pas partagées, et qu'elles ne sont pas utilisées pour le bien commun. Donc à partir du moment où on redistribuera les centaines, les milliers de milliards qui sont aux poches de quelques personnes, à partir du moment où on saura faire quelque chose de plus utile, on pourra sauver tout le monde, des millions de vies et arrêter de se créer des faux problèmes. Ça rejoint un petit peu le problème de la consommation dont on a parlé aussi tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, bien sûr, il faut lutter contre l'obsolescence programmée, il faut faire des appareils qui durent longtemps et démocratiser les ressources pour les réparer, etc. Il faut aussi reparler des ultra-riches, reparler du capitalisme et reparler du fait que la surconsommation, elle n'est pas que parmi les gens comme nous, elle est surtout parmi les gens comme ceux qui arrivent à consommer avec une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, autant que des dizaines, des centaines, des milliers de foyers. Et donc quand on a des ultra-riches qui s'amusent à envoyer des fusées dans l'espace juste pour montrer que c'est eux les plus riches, et qu'ils consomment avec
un aller-retour dans l'espace plus que ce qu'on pourrait consommer un pays entier en des années. Je pense que c'est surtout là qu'il faut lutter pour régler ce problème. Et la dernière question qui m'a beaucoup dérangé, c'est celle de l'immigration, bien sûr. Oui, il faut parler de cette question pour pas laisser le sujet à l'extrême droite, mais pas reprendre leurs théories, reprendre leurs arguments et dire qu'on va faire ceci, on va faire cela contre l'immigration. Il faut reprendre ce sujet pour démonter l'argumentaire de l'extrême droite, l'argumentaire raciste, l'argumentaire absurdissime de l'extrême droite. L'immigration, ça n'est pas un problème. L'immigration, c'est un faux problème, ça n'est pas un problème en fait. Il n'y a pas de problème d'immigration ni en France ni ailleurs. Les frontières, elles sont absurdes, elles n'ont pas de sens et je ne vois pas pourquoi on devrait hiérarchiser. C'est un droit du pays où elles sont nées, de la couleur de peau, de leur religion, etc. On est dans une société capitaliste post-coloniale. On a exploité, massacré des pays qui aujourd'hui galèrent à cause de nous, à cause des pays occidentaux dans le passé et des pays occidentaux aujourd'hui qui continuent de les exploiter. Et on arrive encore à leur reprocher de venir nous envahir alors qu'il y a un dixième de pourcent de la population française qui est immigrée, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je voulais juste remettre un peu tout ça au clair et je vais quand même finir par une question parce que j'ai pas bien entendu la réponse à une question qui a déjà été posée, donc je la repose. Qu'en est-il du NPA? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie de l'Union populaire? Merci beaucoup. Bravo. Juste un point pour vous, jeune homme. Effectivement, c'est moi qui ai dit pandémie. Vous avez raison, pandémie, c'est pas épidémie. Donc, effectivement, le Covid existe encore à travers le monde. Bon, donc, mais ça vaut pas le coup de s'arrêter. Enfin, plus que ça, à mon avis. Alors, concernant le NPA, c'est simplement parce que le NPA est discuté avec les autres partis, les autres membres de la NUPES, et n'a pas souhaité conclure un accord, a souhaité rester en dehors de l'accord. Voilà. Peut-être que oui. Alors, sur l'immigration, moi, fondamentalement, je partage votre point de vue. Si ma réponse a pu vous laisser croire que je reprenais les arguments du FN, je l'effondre intérieurement. Pour moi, l'immigration n'est pas un problème. Nous sommes bien d'accord. Après, il faut veiller à ce que les gens que l'on accueille, comme le fait l'Allemagne, je reviens de Berlin, une personne sur 4 à Berlin est d'origine étrangère. Il n'y a aucun sentiment d'insécurité, aucune personne dans la rue, pas de SDF, voilà. Il y a un accompagnement social, formation professionnelle, etc., là-bas, qui est formidable. Alors, ils sont dans une société où il y a moins de chômage que la nôtre. Nous, on a 6,7 millions de demandeurs d'emploi. Donc, il est vrai que lorsque vous avez une recrudescence soudaine de demandes de travail, ça tire les salaires à la baisse, et c'est pas forcément optimal. Donc, tout ça se prépare, ça demande la mise en place de politiques économiques et sociales très ambitieuses, mais c'est bien l'objet de ce programme. Et vous parliez de le problème de la consommation. Je pense que, et d'ailleurs Alexandre l'a bien dit, le problème ce sont les riches qui détruisent la planète, et nous sommes tout à fait d'accord. Donc quand on nous dit « Ah, vous parlez de décroissance, vous voulez faire encore mourir de faim ceux qui sont les plus démunis », quand on entend ça de la part d'un actionnaire comme Bolloré, ça fait doucement rire, je suis d'accord avec vous. Sur le plan démographique au niveau mondial, je ne partage pas votre point de vue, je maintiens mes propos, mais on aura l'occasion d'en discuter. Merci pour ce. Non, moi non plus, je pense que vous êtes tout à fait d'accord. Je pense qu'en partie, on avait répondu à vos questions. Bon, il faudrait les peaufiner, il faudrait les développer, moi j'ai été assez général, assez vague sur certains sujets, parce que sinon il passerait la nuit. Moi je me lève à 5h du matin, je travaille, je suis de ceux qui se lèvent tôt. Voilà, mais en effet, c'est des sujets qui sont abordés. Aujourd'hui, il y avait un article, je ne sais plus dans quel journal, d'un Haïtien qui disait « Rendez-nous l'argent ». Rendez-nous l'argent, bon, tout le monde sait que Haïti a voulu se battre contre la France, on leur fait payer très cher.
Bon, pareil pour l'Afrique, hein, on a parlé tout à l'heure qu'il fallait plutôt faire du développement chez eux que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire les piller, etc. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc il y a un gros programme, je pense, à étudier et à mettre en place. Et bon, encore une fois, pour tout ce qui est de tout ce programme de la NUPES, c'est avant tout de la volonté politique, une volonté, et puis également un soutien de notre part, des électeurs, du peuple. Le peuple crie, comme je disais tout à l'heure pour la terre, le peuple crie, le peuple pleure. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec tous ceux qui se font écraser pendant la loi Khomri, les manifestations qu'il y a pu y avoir contre la retraite, et dernièrement les manifestations pour le climat, elles ont été aussi réprimées avec violence de la part de la police. Donc voilà, il n'y a pas de dessin à faire, il faut continuer à se battre, je dis pas d'aller prendre les armes. La dernière fois on a pris les armes, il y a eu du sang, on perd toujours, hein. Les pauvres on perd toujours, c'est rare que, voilà, mais bon, il faut faire ça autrement, quoi. Beaucoup de choses ont été dites, et je me permets de reprendre le point sur la pandémie parce qu'il est très très juste, hein, il n'est pas sorti. Le programme de la NUPES, il fait le point sur cette pandémie et dit il nous a manqué de la démocratie en fait dans la gestion de cette pandémie. Il nous a manqué des débats en Parlement, Michel en avait parlé, qui ont eu lieu dans plein d'autres démocraties. Ça n'a pas été le cas. On a eu un conseil de défense qui a décidé des choses unilatéralement et parfois des mesures qui étaient cache-misère parce qu'on n'avait pas eu de masque, parce qu'on n'avait pas eu tout un tas de dispositifs à temps. À ce moment-là, on était condamné à prendre des mesures restrictives sur d'autres aspects, etc., pour cacher l'impréparation qu'il y avait, qui était due aussi à la dépopulation de services de santé par des stratégies libérales, etc. Donc, ce qu'on doit maintenant, c'est se préparer à de potentielles pandémies, parce que ça va continuer avec le changement climatique, avec les zoonoses qui vont continuer. Il faut qu'on soit en capacité d'aborder ça comme une démocratie moderne, qu'on puisse étudier des mesures qui sont peut-être parfois moins sévères. Il y a des choses qui ont été proposées dans certains programmes, comme des systèmes de roulement plutôt que de confinement, qui sont assez intéressantes. Par rapport à cette pandémie-là, quand elle aura suffisamment reflué, aussi réintégrer les personnels qui ont été mis de côté pendant cette pandémie. Voilà, réinjecter de la démocratie dedans, parce que c'est ça dont on a besoin, et on peut faire confiance à l'intelligence collective pour se sortir des crises, même les plus horribles, et même celles qui demandent les décisions les plus rapides, comme celle-ci. Voilà. Allez, bon vote, convainquez tout le monde. Voilà, on ne sera jamais trop à combattre pour ces idées. Et puis place aux autres échanges, mais un peu plus informels autour du buffet. Michel, je dois t'interrompre. Ah ouais. Pour deux choses très importantes. La première, c'est nos prochaines réunions publiques. Donc, on en aura une à Vernouillet le 2 juin, jeudi prochain, et on en aura une à Melun le 7 juin. Si vous êtes disponible ou si vous avez des camarades qui n'ont pas pu venir aujourd'hui parce que c'est loin, etc., et qui peuvent venir dans ces coins-là, c'est avec grand plaisir qu'on les verra. Et donc il faut essayer de faire venir du monde à ces réunions parce que voilà, ça permet de stimuler les échanges. Et puis il est important qu'on crée une dynamique parce qu'on a vraiment le moyen de prendre cette circonscription. Donc voilà, continuons cette belle dynamique. Et la deuxième chose, qui est la chose, peut-être une des choses les plus importantes de cette soirée, c'est que quand même aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est l'anniversaire de Michel. Et j'aimerais bien quand même qu'on lui chante joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Michel, notre futur député, candidat unique de la gauche et des écologistes. Joyeux anniversaire. Merci à tous. C'est vrai que j'ai tout fait pour tout vous dire.
dire pour garder cette soirée un peu privée, ne pas quitter de réunion publique parce que ça nous fait mal quand même. Bon. Et puis finalement c'était très bien que le maire n'ait pas pu nous trouver un autre moment, une autre salle, parce que c'est quand même un des plus beaux anniversaires que j'ai jamais eu. Parce que tant de monde pour me laisser. En plus de ça, un hortensia, j'adore les hortensias. Donc je ne sais pas comment vous le savez, mais voilà, j'adore les hortensias. Vous savez tout. Bon, je vous dis juste mon âge. De toute façon, je ne le fais pas, donc c'est pas grave. Allez, on peut aller voir alors. Merci à tous.